RCF. Résister, c'est refuser d'accepter le déshonneur, c'est s'indigner. Ces mots ont été prononcés par Stéphane Hessel. Résistant, déporté, puis diplomate, Stéphane Hessel a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits humains aux côtés d'Eleanor Roosevelt. Européen convaincu, défenseur des droits de l'homme en Israël, Palestine, en Chine, Stéphane Hessel a publié en 2010 « Indignez-vous ». Un petit manifeste qui sera traduit dans près de 100 langues et vendu à plusieurs millions d'exemplaires. À l'occasion des 10 ans de la mort de Stéphane Hessel, le 27 février 2013, à l'âge de 95 ans, je vous propose exceptionnellement d'envisager, d'entendre ou de réentendre cet entretien que m'avait accordé Stéphane Hessel en 2008. Occasion de réentendre cette voix qui a su dire non. Non au nazisme, non aux violations des droits de l'homme et qui nous invite aujourd'hui encore à nous indigner quand la justice et l'humanisme sont menacés. Monsieur Stéphane Hessel, merci de nous accueillir chez vous et d'avoir accepté de relire ensemble quelques moments forts de votre existence. Une vie incroyablement riche, étroitement liée à l'histoire du XXe siècle en France et dans le monde. On y côtoie les artistes des années 30, amis de vos parents, le général de Gaulle, que vous avez rejoint dès 1941 en Angleterre. Vous avez été résistant, déporté à Buchenwald. Survivant à l'enfer des camps, vous avez participé à la création des Nations Unies et à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme aux côtés de René Cassin. Ambassadeur, médiateur, vous avez toujours été, et vous êtes encore, très sensibilisé et engagé dans la solidarité, le développement et les questions d'immigration. Autant de thèmes que nous allons aborder ensemble au cours de cette émission. À 91 ans, on vous sollicite souvent pour témoigner, mais aussi pour envisager des perspectives d'avenir pour notre monde. On vous présente comme un sage, monsieur Stéphane Hessel. Est-ce que c'est un qualificatif qui vous honore ou qui vous fait sourire ? C'est un qualificatif très exagéré car je ne suis pas du tout sage, je suis aussi dissipé que possible. Mais si l'on parle de sagesse, c'est probablement parce que j'ai beaucoup vieilli déjà et que maintenant je ne suis plus un ambitieux qui essaye de conquérir des places, et quand on est plus ambitieux, on peut devenir un peu sage. C'est peut-être ce qui m'arrive, ou si vous voulez, disons que ce qui maintenant m'importe le plus, c'est d'essayer de communiquer un peu de ce que j'ai appris dans cette longue vie et de le rendre perceptible à des gens très jeunes qui sont en train d'aborder un monde difficile. Alors Stéphane Hessel, vous êtes né à Berlin le 20 octobre 1917. Vous êtes le fils d'Hélène Grund, une femme qui était rebelle aux conventions de son époque, et vous êtes le fils également de l'écrivain allemand Franz Hessel, deux personnages qui ont inspiré Truffaut notamment pour le fameux film Jules et Jim. Est-ce que c'est un film que vous revoyez avec plaisir ? Oui, c'est un beau film. Je le considère comme très éloigné de ce qui s'est passé vraiment, heureusement d'ailleurs, car il se termine mal pour ma mère et aussi pour mon père. Donc, ce n'est pas du tout la réalité de ce qui a été vécu par les personnages, mais c'est comme ça qu'on fait un roman et c'est comme ça qu'on fait un film. En tant que film, je le trouve excellent. En tant que représentant ma mère, Jeanne Moreau fait un travail que j'admire et j'ai beaucoup d'admiration pour cette actrice. Je crois qu'elle a bien repris ce qui était effectivement la personnalité un peu folle de ma mère. Est-ce que vous avez souffert durant votre enfance de cette vie, on va dire un peu ballottée entre votre père, votre beau-père, entre la France et l'Allemagne ? Eh bien non, j'ai toujours considéré cette façon d'entrer dans la vie comme une chance, puisqu'elle m'a permis à la fois de rester
en contact avec la langue et la culture allemande, puisque je suis resté un petit berlinois jusqu'à l'âge de 7 ans, et elle m'a en même temps permis, du fait que ma famille s'est installée en 1924 à Paris, de devenir français, de prendre la culture française à mon compte et de pouvoir choisir délibérément, bien avant que le nazisme n'ait rendu l'Allemagne impossible, de choisir la France comme le pays où j'avais envie de grandir, de rester et d'en être le citoyen. Qu'est-ce qui vous a fait choisir d'être français? Parce que vous n'avez été naturalisé qu'en 1937, à l'âge de 20 ans. Ça a été vraiment un choix de votre part? Qu'est-ce qui vous a fait choisir la France? Très tôt, n'est-ce pas? Dès l'âge de 7 ans, j'arrive à Paris, j'arrive à Fontenay-aux-Roses, à l'école communale. Je me sens pris par l'atmosphère de ce pays. Il faut reconnaître qu'à l'époque, c'est-à-dire dans les années 20 et même dans le début des années 30, la France était un pays accueillant et qui a été en particulier merveilleusement accueillant à l'égard des Allemands, des Russes et d'autres qui venaient émigrer en France. J'ai eu le sentiment que ce pays me convenait, que cette langue me convenait, et sans répudier ce qu'il y avait de créateur dans la culture et dans la langue et dans la poésie allemande, le choix de la France a été pour moi un choix très jeune. Dès l'âge de 10-12 ans, je savais que je serais français, que je n'avais pas l'intention de rentrer en Allemagne. Naturellement, cette certitude s'est confirmée lorsque Hitler est devenu le chef de cette affreuse Allemagne nazie. À l'époque, j'avais donc 16 ans et mon choix était déjà fait depuis quelques années. Donc, c'est effectivement un choix délibéré que celui de devenir français. Alors Stéphane Hessel, qu'est-ce qui vous a fait choisir, je dirais, le camp de la démocratie? Parce qu'aujourd'hui, avec le recul que nous avons sur l'histoire, c'est facile de se positionner. Quand on se transporte dans les années 30, il y avait 3 grands pôles. Il y avait le choix du communisme, le choix du fascisme et le choix de la démocratie. Dans le récit biographique qui est le vôtre, on voit que vous avez voyagé en Angleterre, vous avez rencontré notamment des Anglais qui étaient fascinés par la montée du fascisme en Allemagne. Les intellectuels que vous côtoyez étaient intéressés par le communisme, attirés par le communisme. Vous, qu'est-ce qui vous a fait choisir plutôt le camp de la démocratie ? Je crois que c'est d'abord l'influence de mes parents. N'est-ce pas, mon père se sentait plus proche de la social-démocratie que de toute autre formation politique. Ma mère était une libertaire, je dirais-je même. Donc, de plus, l'Angleterre que j'ai connue était quand même la patrie de la démocratie. Et la France, à l'époque, avait un grand moment politique très fort, le Front populaire, qui m'a marqué. N'oublions pas que j'avais 16 ans, 17 ans, en 1934, 35, 36. Donc pour moi, le Front populaire, c'était la France que j'approuvais, et au contraire, les ligues fascistes me déplaisaient toujours. Le communisme, c'est autre chose. La grande promesse de la révolution bolchevique était pour nous tous un pôle d'attraction très fort. Ce que vous étiez à Normal Sup à ce moment-là. J'étais à Normal Sup. Et donc il y avait tout le courant de Sartre. N'exagérons pas ma présence à Normal Sup. Comme vous savez, j'y suis entré comme élève étranger en 1937. J'ai eu la chance d'avoir comme caïman Maurice Merleau-Ponty, qui lui-même est un vrai démocrate. Donc, l'influence de l'école à l'époque était une influence vers la démocratie. Elle n'était pas encore habitée comme elle l'a été du temps d'Althusser par une forme de communisme, d'ailleurs assez dissidente par rapport au stalinisme. Bref, le communisme est venu à moi pendant la guerre et pendant la résistance. J'avais des camarades communistes qui travaillaient dans la résistance et je les admirais pour leur courage et leur dévouement. Mais je n'ai jamais été tenté par l'esprit
l'esprit totalitaire du communisme. Et il se trouve que j'ai rencontré dès 1940 Hannah Arendt. C'est vous dire que l'influence de ceux qui combattaient le totalitarisme sous toutes ses formes, pas seulement sous la forme nationale-socialiste, mais aussi sur la forme stalinienne, cette influence a été suffisamment forte pour me dispenser de faire le travail que beaucoup de mes amis ont fait, vouloir croire au communisme et puis s'en détacher. Un homme comme Edgar Morin, qui est un peu mon guide en morale et en politique, a eu ce problème. Il a été communiste et puis il a eu le problème de s'en détacher. Je comprends cela, j'admire la façon dont il s'en est expliqué. Pour moi, non, je n'ai jamais été tenté par le communisme. Visage, RCF. Monsieur Stéphane Hessel, en 1937, je le disais, vous avez été naturalisé français, et quand la guerre éclate en 1939, vous êtes mobilisé, vous devenez soldat français, et vous devez à ce moment-là lutter contre les nazis, mais lutter contre les Allemands. Est-ce qu'il y a eu, je dirais, un cas de conscience pour vous, qui est né allemand, d'aller vous battre contre les Allemands? Non, il n'y a pas eu de cas de conscience. Je considérais que le gouvernement allemand n'avait rien à voir avec ce qui m'intéressait moi de l'Allemagne. C'était une Allemagne que je répudiais complètement, et lorsque, me trouvant en Angleterre en 1935, je voyais des Anglais qui revenaient de Berlin en disant « Oh, c'est Hitler quand même, c'est quelqu'un, il est formidable, il fait des choses, c'est merveilleux », je les combattais délibérément en disant « Vous n'avez rien compris, c'est un affreux, c'est quelqu'un qui démolit la langue allemande, qu'il parle d'une façon abominable, qui démolit la culture allemande, dont il récuse tout ce qu'elle a eu de véritablement neuf, moderne et merveilleux, ce qu'admirait mon père et les amis de mon père. Donc c'est un affreux, et il est en train de dévier l'Allemagne de ce qui pourrait être sa force dans le monde. Et est-ce que son anti-judaïsme vous inquiétait, vous dont le père était juif ? J'ai naturellement aussi eu la réaction de tous mes amis juifs et aussi de tous mes amis non juifs qui considéraient que l'antisémitisme était une des formes affreuses du comportement social. Nous étions un peu aussi les héritiers de l'affaire Dreyfus. Donc l'antisémitisme nous apparaissait comme une déviation insupportable, et bien entendu, nous pensions que c'était une des tares, mais pas la seule, du gouvernement national-socialiste. Ce n'est que tout de suite après la guerre, en réalité, ou pendant la guerre, que nous avons su jusqu'où allait l'horreur de l'antisémitisme allemand. Vous l'avez su finale. Vous l'avez su en quelle année, vous vous souvenez? Je l'ai su en rentrant de déportation moi-même, mais je l'ai su un peu pendant ma déportation, puisque me trouvant dans le camp de Dora, j'ai vu y arriver des Juifs qui venaient d'Auschwitz, qui avaient été transférés à partir de janvier 1945, et ces gens arrivaient dans un état tel que l'on se disait c'est inhumain ce qui leur est arrivé. Donc, si vous voulez, j'ai connu l'existence de camps comme Auschwitz, mais je n'ai connu la dimension de ce qu'on appelle maintenant la Shoah, je ne l'ai connue qu'au retour de la déportation. Monsieur Stéphane Hessel, vous avez fait le choix d'entrer très tôt dans la résistance. Vous avez eu le désir d'aller rejoindre le général de Gaulle, de partir en Angleterre très, très tôt, en 1941. Qu'est-ce qui vous a fait choisir la résistance ? Alors, soyons très clairs là-dessus. Le mot résistance est d'abord un mot qui signifie qu'on n'accepte pas ce qui se passe et qu'on veut que ça se passe différemment. Mais historiquement, il faut distinguer l'action militaire menée par la France combattante, France libre plus France combattante, qui était une façon de rester dans la guerre et d'y rester avec des forces armées et peut-être aussi avec des forces d'espionnage, avec des forces de contre-espionnage et d'espionnage. C'était la façon militaire de combattre l'armée allemande. C'est celle-là
qui m'a tenté dès ma démobilisation en août 1940. Et j'ai passé les premiers mois, entre 1940 et février 41, c'est assez court, à essayer de trouver un moyen de rejoindre le général de Gaulle. Je ne pensais pas à l'époque qu'on pouvait aussi s'engager dans des mouvements qui, en France même, feraient une action de résistance et qui deviendraient peut-être les porteurs d'une libération de la France par la France elle-même. Je fais cette différence parce que quand j'ai été envoyé en France en mars 1944, à un moment où le débarquement était déjà tout proche, je suis tombé sur des camarades que je connaissais bien, parce que j'avais été investi à Londres par le général de Gaulle dans ce qu'on appelle le BCRA, le Bureau de contre-espionnage de renseignement et d'action, qui précisément travaillait depuis Londres avec les mouvements de résistance, d'espionnage et d'action. Donc vous voyez, je n'ai connu les résistants tels qu'ils s'organisaient en France dans les mouvements de résistance, dans les réseaux de renseignement, que pendant les 3 derniers mois avant ma captivité par la Gestapo le 10 juillet 1944. Alors nous allons en parler dans un instant, Stéphane Hessel, mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le mot de résistance. Pour vous, est-ce que ce mot a encore un sens aujourd'hui dans le monde contemporain ? Ah, absolument. Je dirais même que son sens est de plus en plus clair. Nous sommes de plus en plus nombreux, heureusement, et c'est nécessaire de considérer que la façon dont le monde évolue est la mauvaise façon, une façon dangereuse à beaucoup d'égards, et que contre cette façon dont le monde évolue, il faut savoir résister avec la même énergie que celle qui nous a amenés à résister contre un gouvernement français, celui de Vichy, car la résistance, c'est effectivement les Français contre Vichy autant que contre l'Allemagne, et que cette résistance-là avait une justification forte, mais que la résistance reste une position à prendre chaque fois que quelque chose dans le monde vous indigne, vous scandalise. Or, il y a beaucoup de choses qui vous scandalisent. Concrètement, aujourd'hui, résister, c'est résister à quoi, selon vous ? Aujourd'hui, c'est résister à la déformation de la politique et de la finance et de l'économie. C'est résister à des nationalismes étroits. C'est résister à tout ce qui empêche que les Nations Unies, par exemple, aient les ressources dont elles ont besoin pour donner une meilleure gouvernance à notre monde. C'est résister aux déviations de la démocratie, aux violences qui se multiplient alors qu'elles auraient dû être bridées par les Nations Unies. Donc, c'est une résistance beaucoup plus globale et devant un monde globalisé dont les solutions à cette globalisation ne peuvent émaner que de citoyens qui résistent à ce qui amène ce monde vers sa perte, car nous sommes engagés dans un processus, vous le sentez sûrement comme moi, qui, si on n'y met pas un terme en résistant, peut aller assez vite vers l'impossibilité pour l'espèce humaine de continuer à vivre sur cette planète.
Monsieur Stéphane Hessel, en mars 1944, vous avez été envoyé en France pour préparer le débarquement et quelques mois plus tard, en juillet 1944, vous êtes arrêté et vous écrivez dans votre biographie « Je vais vivre l'année la plus dramatique de ma vie ». Vous avez été pendant 1 mois détenu et interrogé par la Gestapo. Qu'est-ce que l'on ressent quand on est prisonnier, interrogé, torturé comme vous l'avez été? Qu'est-ce qu'on éprouve humainement? Je dirais que ma première réaction quand j'ai été arrêté était de me dire « bon, maintenant c'est fini ». Je savais que j'avais été dénoncé comme quelqu'un qui venait de Londres. À cette époque, en 1944, en juillet 1944, les Allemands ne faisaient pas de quartier. Ils n'avaient aucune raison de garder en vie quelqu'un qui avait été dénoncé comme un espion actif. Par conséquent, je m'attendais à être assez rapidement fusillé. Je m'attendais aussi à ce que, pour le moins, je ne recouvrerais pas ma liberté avant la fin de la guerre. En revanche, j'avais le sentiment que la guerre touchait à sa fin, que les Alliés étaient déjà en train de battre Hitler, et que si on tenait bon, si on se montrait plus malin que vos interrogateurs, si on arrivait à trouver des ficelles, des trucs pour survivre, on avait une chance que la guerre se termine et qu'on pourrait être encore vivant après. Vous voyez, voilà l'état d'esprit dans lequel on se trouve face à ces interrogateurs. Mais est-ce qu'on se sent humilié? Est-ce qu'on se sent avec un désir de vengeance? À vrai dire, non. Je fais une différence entre ceux qui, comme moi, faisaient un travail militaire. L'espionnage est une forme de travail militaire. J'étais pas là pour m'amuser, j'étais là pour essayer de battre l'ennemi. Si l'ennemi me fait prisonnier, il est normal que je sois à sa merci. Par conséquent, j'avais l'impression que ce qui m'arrivait était certes dramatique et pour moi probablement mortel, mais que ce n'était que la conséquence d'un engagement que j'avais assumé et que j'avais pris. J'étais un soldat au combat, et le soldat qui au combat tombe sur un ennemi qui le prend, eh bien, c'est la fin de sa carrière militaire. Mais ça voilà fait comment je voyais les choses. Ça fait accepter la torture. Alors, la torture également est une expérience que l'on peut vivre de différentes manières. Ce n'est jamais facile et il faut naturellement prendre beaucoup sur soi. Il faut se dire l'essentiel est de ne pas parler. Et si on arrive à surmonter un moment douloureux comme ça m'est arrivé et qu'on en sorte en n'ayant pas parlé, en n'ayant pas trahi, c'est une satisfaction. J'ai la chance extraordinaire de n'avoir pas parlé sous la torture. Alors, c'est une chance, les uns y parviennent, les autres pas, et j'ai le plus grand respect pour ceux qui, sous la torture, ont finalement été obligés de parler, ce qui est le fait de l'homme qui m'a trahi, puisque lui-même avait été arrêté, torturé, et avait donné rendez-vous avec moi à la Gestapo. Donc, la torture, on l'a subie, on y résiste ou pas. Je considère que c'est une question très individuelle et sur laquelle on ne peut ni faire des compliments à l'un, ni faire des reproches. Mais vous, qu'est-ce qui vous a fait tenir? Moi, j'étais tellement convaincu que ce qui pouvait m'arriver de plus vraisemblable, c'était de disparaître, que la douleur, j'ai essayé d'être habile, c'est-à-dire de ne pas me laisser torturer plus longtemps que nécessaire, d'avoir l'air de répondre aux questions qu'on me posait, et ainsi j'ai surmonté ce mois passé à l'avenue Foch. Monsieur Stéphane Hessel, vous avez été ensuite transféré dans des camps de concentration, vous avez été transféré à Buchenwald, puis à Dora. Quand on sort d'un camp, quand on a survécu, comme vous avez survécu, est-ce qu'on a une responsabilité morale,
un devoir. Qu'est-ce que vous avez éprouvé en revenant des camps alors que beaucoup de vos amis ne sont pas revenus? J'ai eu une expérience très personnelle et vraiment très individuelle des camps de concentration. Et une expérience qui me les a fait apparaître comme un lieu d'où on pouvait sortir vainqueur. C'est assez curieux. Vous savez sans doute que j'étais condamné à mort et que si j'ai échappé à la pendaison, c'est grâce à un complot organisé par un ami britannique, Forrestio Thomas, auquel je dois la vie, un Allemand, Eugen Kogon, qui a comploté avec nous et que j'ai pu prendre l'identité d'un jeune Français qui venait de mourir du typhus et qui, lui, n'était pas condamné à mort. Victoire! Je survis, je ne suis pas pendu. Je me suis ensuite évadé d'un petit camp dans lequel je m'étais trouvé. Et j'ai été repris 5 heures après, dans un camp de concentration. La conséquence était normalement la pendaison. Cette fois encore, je n'ai pas été pendu. J'ai réussi à convaincre, en utilisant ma connaissance de la langue allemande, le SS qui devait décider de notre sort. Et je l'ai convaincu que l'on était obligé d'essayer de fuir quand on était prisonnier. Et il a compris et il m'a affecté à un commando disciplinaire qui était vivable. Je me suis ensuite sauvé en sautant du train. Je raconte tout ça trop longuement, mais c'est pour vous dire que... Vous êtes échappé 4 fois, vous avez essayé de vous échapper 4 fois. Oui, chaque fois, c'était moi qui l'emportais. C'était pas les camps de concentration, c'était pas l'ennemi nazi. Ça, c'est quelque moteur. chose, c'est mon ange gardien, si vous voulez, et donc c'est ma responsabilité. Vous avez tout à fait raison. Quand on a réussi à être le vainqueur dans une situation aussi dramatique et où on a aussi peu de moyens de se défendre, eh bien, il faut essayer d'utiliser cette victoire pour transmettre à ceux avec lesquels on va être en contact la nécessité de résister de façon responsable. Alors vous témoignez souvent dans des écoles de ce que vous avez vécu, de la lutte contre le nazisme. Comment est-ce que vous réagissez face à des hommes et des femmes encore aujourd'hui qui nient l'existence des chambres à gaz et de ce qu'on a appelé la solution finale? Je les considère ou bien comme des effroyables menteurs qui peut-être poursuivent des opérations politiques désastreuses, comme l'a fait Jean-Marie Le Pen, ou comme des imbéciles qui ne savent tout simplement pas lire les textes et regarder les documents. Mais certains sont universitaires. Mais je considère qu'ils sont vraiment à mettre hors du banc de la considération. C'est pas possible. C'est trop absurde de nier quelque chose d'aussi évident, d'aussi documenté. Quand on lit ce livre assez terrible qui s'appelle Les Bienveillantes, qui retrace la vie d'un SS, on s'aperçoit à quel point tout cela s'est documenté. Et on ne peut donc avoir aucun doute sur les abominations très particulières qui sont celles du régime nazi. Monsieur Stéphane Hessel, vous avez choisi, à l'issue de la guerre, de vous orienter vers une carrière diplomatique et très rapidement, vous avez participé à la création de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Est-ce que ça a été une période très, très exaltante pour vous et est-ce que l'ONU a rempli sa mission, vous qui en êtes l'un des créateurs? Alors, ce sont deux questions très différentes. Je réponds volontiers à la première. Oui, ça a été une période extraordinaire, très exaltante, et je le dis à tous ceux avec qui je viens en contact maintenant pour leur dire, ce type d'exaltation, il faut que nous le retrouvions aujourd'hui. Je vais tout de suite expliquer un peu cela. Où sortir de la Deuxième Guerre mondiale? Après la Shoah, après Hiroshima, il y a eu une telle volonté, une telle ambition, une telle émotion pour dire non, il nous faut un monde totalement différent. Il faut mettre un terme à la guerre,
il faut réaliser l'accès de tous aux droits fondamentaux, aux valeurs de liberté qui ont été bafouées pendant cette guerre, et nous pouvons le faire. Nous avons maintenant un instrument. Nous avons cette merveilleuse charte des Nations Unies qu'il faut relire de temps en temps. Et nous avons depuis 1948 la mise en forme d'une déclaration universelle des droits de l'homme. N'oublions pas que ce mot universel ne s'applique à aucun autre texte qu'à cette déclaration. C'est unique dans les annales de l'histoire de l'humanité. Soyons forts là-dessus. Oui, mais justement, aujourd'hui, vous le savez, du côté de certains pays arabes, du côté de la Chine, on remet en question cette universalité des droits de l'homme. Non. Ça, c'est une chose contre laquelle il faut que nous nous prémunissions. Non, l'universalité de cette déclaration est assurée par tous les citoyens et citoyennes du monde. Et s'il y a des gouvernements qui essayent de se défaire des obligations que cette déclaration leur impose, c'est parce qu'ils essayent de maintenir un pouvoir arbitraire. Et c'est cela contre quoi il faut se gendarmer et résister. Mais je voudrais revenir sur cette période. Ces 2 années, ces 3 années, 1945-48, ont été effectivement exceptionnelles. Et les hommes et les femmes qui ont contribué à faire que cette nouvelle organisation soit vraiment mondiale, ait vraiment une aspiration à résoudre non seulement les problèmes de la guerre et de la paix, comme a essayé de le faire la Société des Nations, mais les problèmes de développement économique et social, de bien-être pour tous, et donc de droits et de liberté fondamentale. C'est quelque chose d'unique dans notre vie et dans l'histoire du monde, et avoir vécu ces années-là à New York, auprès du secrétaire général des Nations Unies, auprès de René Cassin, qui défendait le mot universel dans la déclaration, et auprès d'Eleanor Roosevelt qui présidait cette commission, c'est un bien-être extraordinaire, c'est une chance dont je me sens tout à fait le bénéficiaire. Alors, Monsieur Hessel, je vous repose la deuxième partie de ma question. Avec plus de 60 ans de recul maintenant, est-ce que vous pensez que l'ONU remplit sa fonction et est-ce que cette organisation a les moyens de sa fonction et de ses ambitions ? Alors, reconnaissons que l'ambition primitive, telle qu'elle s'est manifestée pendant ces années que je viens de rappeler, était une ambition extraordinaire, peut-être excessive face à la façon dont les sociétés humaines, en présence les unes avec les autres, ont encore le mauvais goût de se disputer, de se confronter, de se battre, d'utiliser les armes au lieu de la négociation. Nous avons vécu 60 ans pendant lesquels les objectifs de l'Organisation des Nations Unies, les objectifs de la Charte, les objectifs de la Déclaration sont très loin d'avoir été atteints. Même s'il y a eu des étapes intéressantes, s'il y a eu la décolonisation, s'il y a eu la fin de l'apartheid, s'il y a eu la fin des empires, y compris de l'Empire soviétique, il y a donc des progrès qui sont largement dus à la façon dont les nations se sont entendues au sein des Nations Unies, et le rôle de l'organisation dans l'évolution de nos sociétés est à l'évidence très important. Malgré tout, il reste tout à faire. Nous vivons encore dans un monde qui est devenu de plus en plus précaire sur le plan de la préservation même de la planète, chose qu'on ne prévoyait pas dans les années 45-50, et dans un monde où l'injustice, l'inégalité de traitement entre les riches et les pauvres n'a fait que s'accentuer. Donc l'économie et sa financiarisation sont devenus des phénomènes qui ont encore aggravé le problème de la survie et d'un équilibre tel qu'il était voulu par la Charte des Nations Unies. Visage, Thierry Lyonnais. Monsieur Stéphane Hessel, vous avez consacré une grande partie de votre vie à des projets de développement
que ce soit au sein des Nations Unies, vous avez été administrateur adjoint du programme des Nations Unies pour le développement, ce qu'on appelle le PNUD. Vous avez travaillé également au niveau français avec le ministre de la Coopération en 1974. La solidarité et le développement a toujours été très important, même dans vos engagements auprès de différentes ONG dans le monde. Pourquoi cette dimension de solidarité, de coopération, de développement est aussi importante ? Pour moi, si vous voulez, le scandale le plus évident, c'est la coexistence de groupes ultra riches disposant de moyens financiers, économiques, culturels énormes, et à côté de ça, de millions, de milliards de populations dont les enfants meurent de faim, qui ne disposent pas de l'eau courante, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas d'hôpitaux. Cette injustice, quand on la ressent une fois, on ne peut plus vraiment se dispenser d'essayer d'y apporter un remède. C'est ce que j'ai essayé de faire dans les instances que vous venez de rappeler pour la France vis-à-vis de nos partenaires africains, par exemple, pour les Nations Unies vis-à-vis des grandes régions du monde, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Pourquoi est-ce que nous avons très largement échoué ? C'est que c'est très difficile de faire quelque chose d'utile pour des peuples qui ont chacun leur façon de voir leur tradition et leur avenir. On est intervenu avec sans doute beaucoup de bonne conscience. On a essayé d'apporter des techniques, d'apporter des financements. On a dépensé des milliards de dollars pour essayer d'aider et on n'a pas trouvé les vrais chemins. C'est une des questions auxquelles j'essaye encore de réfléchir. Il y a eu des succès, il y a des pays qui sont sortis du sous-développement, mais on n'a pas encore trouvé les formes vraiment efficaces qui existent et auxquelles j'ai la chance d'assister, par exemple, dans une organisation que préside Robert Lyon et qui s'appelle Agri-Sud et qui est une organisation de développement des paysanneries dans le monde pauvre. C'est également ce que le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, est en train de faire depuis très longtemps. Ces activités-là, je les reconnais comme tout à fait valables. Malheureusement, elles ne sont pas soutenues assez par les gouvernements. C'est-à-dire privilégier ce qu'on appelle des micro-réalisations, de petits programmes de terrain, plutôt que des grands projets internationaux. Il faut tout faire. Il faut naturellement avoir de grands projets d'infrastructure. Mais il ne faut pas faire que ça. Et il ne faut surtout pas laisser l'argent ainsi dépensé aller dans les canaux de corruption encore évidents et compréhensibles dans des pays où la démocratie n'est pas encore chez elle. Nous avons accueilli au sein des Nations Unies, et nous avons eu bien fait de le faire, des États qui n'étaient pas encore en état de fonctionner démocratiquement. C'est un long apprentissage et il faut que nous soyons patients, mais en même temps, il faut que nous soyons énergiques. Patience et énergie doivent aller ensemble et je suis convaincu qu'après le nouveau choc, qui est peut-être aussi grave que le choc que j'ai connu moi pendant la Deuxième Guerre mondiale, le nouveau choc qui est en train de secouer le monde, le choc de l'économie financiarisée est devenue folle, le choc de la précarisation de la terre, que l'on commence à comprendre, à ressentir et à essayer de combattre, ce nouveau choc a peut-être la même gravité, a sans doute la même gravité et peut susciter la même résistance que celle qui nous a permis de créer l'Organisation des Nations Unies en 1945. Monsieur Stéphane Hessel, un autre domaine pour lequel vous avez beaucoup agi durant toute votre longue carrière diplomatique, c'est la question de l'immigration. En 1945,
85, vous avez présidé au commissariat au plan un groupe de travail sur l'immigration. Vous avez travaillé en 96 également comme membre du collège des médiateurs à la suite de l'occupation de l'église Saint-Ambroise pour 300 sans-papiers. Donc toujours cette activité à la fois diplomatique mais aussi de médiateur dans des ONG. Pourquoi est-ce que cette question de l'immigration vous a tant tenu à cœur tout au long de votre vie ? Il est tout naturel que quelqu'un qui est un immigré lui-même s'intéresse à la façon dont son pays, la France, reçoit les immigrés. J'ai été très heureux de voir ce pays, pendant des périodes importantes de son histoire, être un pays ouvert et accueillant à l'égard des immigrés. Et je constate, en lisant l'histoire de ce pays, combien ces flux d'immigrants, qu'ils viennent de l'Europe de l'Est, de l'Allemagne, de la Russie, ou qu'ils viennent des anciennes colonies d'Afrique et d'Afrique du Nord, ou qu'ils viennent d'Asie, d'Indochine, combien ces flux ont été précieux pour l'évolution d'un pays que je peux appeler un pays métissé, un pays où les mélanges se font. Et c'est ce qu'il faut essayer de préserver. Malheureusement, depuis 30 ans maintenant environ, l'Europe et la France, malheureusement, avec ses partenaires européens, est devenue sensible et effrayée par l'afflux de clandestins qui, effectivement, sont le résultat tout naturel de la différence de niveau de vie extraordinaire entre certaines régions du monde et l'Europe. Ces clandestins sont des gens qui fuient leur pays pour pouvoir survivre, quelquefois parce qu'ils sont combattus chez eux ou parce qu'ils n'y trouvent pas la place qui est la leur. Et ces afflux, il faut les considérer comme des événements naturels qui ne sont d'ailleurs encore que le début de flux migratoires qui vont devenir dans le monde entier plus importants au fur et à mesure qu'avec le réchauffement de la planète, nous risquons d'avoir des régions entières du monde où il sera difficile de vivre. Mais Monsieur Hessel, Michel Rocard, que vous connaissez bien, qui est l'un de vos amis, a déclaré « Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde ». Attention. C'était une partie de la phrase. Mais oui, c'est une partie de la phrase. Naturellement, Michel Rocard avait tout à fait raison de dire que la façon d'accueillir ne peut pas être sans aucun contrôle. Mais il ajoutait « Nous devons en prendre notre part ». Et la France est un des pays qui a pris sa part pendant des périodes, de longues périodes, toutes les 3 premiers quarts du XXe siècle, où elle a énormément accueilli d'étrangers et d'immigrants. Et puis brusquement, elle a pris peur. C'est cette peur-là que je me suis toujours efforcé de combattre. Est-ce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur aujourd'hui de l'immigration, selon vous ? Il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'immigration. Nous n'avons pas plus d'immigrés aujourd'hui qu'il y a 50 ans. C'est une répartition un peu différente, mais en termes chiffrés, ce n'est pas plus grave. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de considérer qu'il y a forcément une limite à ceux qui peuvent trouver un accueil. C'est donc une politique qu'il faut mener avec intelligence. Je fais partie de groupes comme le SSAE, comme le réseau Éducation sans frontières, la CIMAD, des gens qui ont passé leur énergie à essayer de donner aux immigrés qui viennent en France la possibilité de s'y intégrer. C'est quelque chose qui coûte de l'argent, mais qui rapporte aussi de l'argent. Car au fur et à mesure que les immigrés s'intègrent, ils deviennent des éléments souvent beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus énergiques que les Français eux-mêmes du développement de l'économie française. Quand on sait cela, on ne peut qu'être exaspéré par la succession de lois qui ont été mises en chantier ces temps derniers pour essayer de limiter l'afflux des immigrés, comme si, en expulsant un certain nombre, on rendait la vie en France
plus facile pour les Français, c'est tout à fait faux. Mais monsieur Hessel, vous le savez très bien, il y a une donnée de l'immigration qui fait peur, c'est le développement de l'islam en France. Vous nous parliez du même nombre d'immigrés il y a une 50aine d'années. À cette époque-là, c'était des Italiens, des Portugais, des gens de culture chrétienne. Aujourd'hui, ce sont des musulmans qui arrivent pour la majorité. Et cela fait peur. Vous-même n'avez pas peur de cette montée de l'islam en France ? Nous vivons malheureusement dans un pays qui ne sait pas encore ce que c'est véritablement que l'islam. Et qui ne sait pas non plus que parmi les musulmans qui se trouvent en France, la grande majorité est certes attachée à sa religion, mais n'est absolument pas islamiste au sens que l'on donne à ce mot, c'est-à-dire animé d'une volonté de faire dominer les civilisations dans lesquelles ils se trouvent par quelques-unes des formes de l'islam qui peuvent être aussi agressives que l'ont été certaines formes du christianisme ou du judaïsme. L'islam est une religion de paix, une religion de contact des hommes les uns avec les autres. Il suffit de connaître un certain nombre de musulmans en France. Je pense à une amie, Betoul Fekar Lambiotte, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle La double présence, où elle explique très bien à quel point l'islam peut être une façon de vivre sa vie qui a les mêmes caractéristiques que les autres grandes religions monothéistes, et que vivre entre chrétiens et musulmans et juifs est une possibilité qui a été vécue par beaucoup d'hommes. Donc, ne faisons en aucun cas de l'islam un problème spécifique pour le métissage de la France. Nous avons heureusement de quoi accueillir et bien accueillir et faire bien vivre chez nous de très nombreux musulmans. Monsieur Stéphane Hessel, j'ai devant moi un homme d'un âge vénérable. Vous avez 90 ans. 91 ans. Marie de Henzel vous cite en exemple dans son livre sur l'art de bien vieillir. Elle parle de sœur Emmanuelle et de vous-même. Quel est votre secret pour bien vieillir ? Il me semble que dans notre conversation, nous avons peut-être déjà touché à quelque chose que je considère comme une chance à exploiter. Je dois exploiter la chance d'avoir surmonté des moments difficiles, d'avoir vécu une vie qui n'a pas toujours été facile, et de l'avoir chaque fois surmonté avec le bonheur d'en avoir tiré un bénéfice. Et c'est peut-être pour cela que, jetant un regard sur cette vie maintenant en effet très longue, bientôt trop longue, il va falloir la quitter, je ne peux que penser que d'étape en étape, j'ai engrangé des choses positives et je n'ai pas été détruit par des choses négatives. Qu'est-ce qui m'a aidé ? Une chose que je peux vous confier, que j'ai confiée d'ailleurs à un livre,
c'est le goût de la poésie, la capacité d'apprendre par cœur des poèmes dans les 3 langues qui me sont familières, l'anglais, l'allemand et le français, et en me récitant ces poèmes dans les moments où je pourrais penser que ma vie n'est pas aussi agréable qu'elle pourrait l'être, je retrouve ce que la poésie a de particulier, c'est qu'elle vous fait sortir du côté prosaïque de l'existence avec ses multiples petits problèmes qu'il s'agit de résoudre et qu'elle vous fait atteindre à quelque chose qu'un chrétien vit probablement comme un rapport avec le divin, avec Dieu, et que je vis, moi, comme un rapport avec le transcendant, car pour moi la poésie est un accès à la transcendance. Alors vous êtes agnostique. Marie de Henzel, quand elle donne ces 2 exemples de personnes qui vieillissent bien et qui l'ont fortement influencée, il y a sœur Emmanuelle qui est profondément croyante et son secret du bien vieillir, elle, c'est sa foi en Dieu. Vous n'avez jamais été attiré par la foi chrétienne ou l'avez-vous quittée ? Disons, si vous voulez, que la religion qui aurait pu m'être proche, puisque ma famille en a une part d'héritage, le judaïsme, je le connais mal, je ne le vis pas comme quelque chose qui m'appartient. J'ai du respect, naturellement, pour les grands penseurs juifs. Le christianisme m'est beaucoup plus proche. J'ai été baptisé dans la religion protestante. Ma mère était une protestante croyante, et je n'ai donc que du respect pour ceux qui, dans le catholicisme, dans l'orthodoxie, dans le protestantisme, nous donnent à voir les grands bénéfices que l'on peut tirer pour soi et pour les autres d'une foi. Je suis très respectueux de ceux qui croient. Pour ma part, je n'ai pas rencontré Jésus, je n'ai pas vis-à-vis de Dieu une relation très différente de celle d'un philosophe comme Spinoza. Pour moi, il y a du divin, du transcendant, mais je n'ai jamais reconnu une figure individuelle, un Dieu créateur ou un Jésus rédempteur, comme autre chose que comme un exemple intéressant de la civilisation et de la culture, mais je suis resté modestement agnostique. Cette rencontre ne m'est pas arrivée, je ne la recherche pas. Je crois que l'on peut vivre sans être dans une des grandes croyances, une des grandes religions. La prochaine étape de votre vie, vous l'avez dit en quelques mots tout à l'heure, sera le face-à-face avec la mort. Comment abordez-vous ce passage ? Alors je viens de relire à cet égard une des très belles pièces de théâtre de Shakespeare, La Tempête. Et dans La Tempête, Prospero, qui est le héros merveilleux de La Tempête, dit à un moment, je vais vous le dire en anglais puis je vais le traduire, « We are the stuff that dreams are made of, and our little life is rounded with a sleep. » Je considère que nous sommes la matière dont sont faits les rêves, et notre petite vie est entourée par le sommeil. Il me semble que la naissance nous fait sortir d'un sommeil et que la mort nous replonge dans ce sommeil. Et que l'essentiel est que cette vie soit restée un beau rêve, c'est-à-dire un rêve dont on peut être satisfait parce qu'il a comporté des passages difficiles et des passages de grand bonheur. On y a rencontré des gens merveilleux et quelquefois des gens abominables, et on en a fait quelque chose. Et cette chose qui est ma vie, je voudrais la clôturer avec la satisfaction
d'avoir eu l'extraordinaire chance de vivre. Monsieur Stéphane Hessel, un grand merci de nous avoir accueillis chez vous. Et pour une fois, moi qui aime énormément la radio, je regrette de ne pas avoir filmé votre visage, car beaucoup de paix, beaucoup de rayonnement émanent de votre visage au cours de cette conversation. Merci de votre accueil. Merci à vous de vos bonnes questions. Je rappelle, bien sûr, pour tous ceux qui veulent en connaître plus sur votre vie, l'ouvrage que vous venez de réaliser, la conversation avec Jean-Michel Helvig, Citoyens sans frontières, que vous venez de publier aux éditions Fayard, un livre qui permettra aux auditeurs d'aller encore plus loin dans ces réflexions que nous avons évoquées ensemble. Merci, monsieur. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.